découvrir le mont reste aujourd'hui encore un voyage initiatique. Et ce, malgré le tourisme de masse. Le visiteur commence par grimper sur le rocher avant de pénétrer dans l'abbaye et de descendre dans les profondeurs de l'édifice, comme il plongerait en lui-même. Le site est si fascinant et populaire qu'on a déjà beaucoup écrit à son sujet, dont un certain nombre de bêtises ou d'approximations, et ce, dès le Moyen Âge. Ainsi, à propos du texte le plus ancien connu consacré au mont, datant du IXe siècle et relatant la construction du premier sanctuaire dédié à Saint Michel, les historiens de l'université de Caen remarquent « Ce texte constitue un document d'une valeur historique exceptionnelle, riche d'informations, à condition de ne jamais oublier que l'auteur a eu comme souci premier de montrer que c'est l'archange qui fut à l'origine de cette fondation et que c'est lui qui dirigea le chantier. » Un peu comme s'il s'agissait d'une plaquette publicitaire avant l'heure, conçue pour faire connaître au monde les miracles accomplis en ce lieu et y attirer plus de pèlerins qu'au sanctuaire concurrent, à l'époque situé en Italie. C'est là l'objet de ce livre, raconter comment ce site exceptionnel a été façonné depuis plus d'un millénaire, comment croyances et cultes s'y sont développés, mais aussi comment les hommes y ont vu, depuis toujours, un outil de pouvoir ou une source de profit. Chapitre 1. Un site unique au monde. Un caillou au milieu de nulle part. On décrit souvent le mont Saint-Michel comme l'endroit où la mer rejoint le ciel. Un lieu incroyable, où la terre s'efface, où la lumière rayonne et où les hommes s'élèvent. On en oublierait presque qu'avant d'être un rocher au sommet duquel les hommes ont construit une chapelle, puis une abbaye, le mont vient du plus profond de la terre, car ce rocher n'est pas tout à fait comme les autres. Il est constitué par ce que les géologues appellent une montée intrusive. Pour comprendre comment il s'est formé, il faut un peu voyager dans le temps et remonter 570 millions d'années en arrière. À l'époque, la lithosphère, ou croûte terrestre, est encore en plein mouvement. Les 12 plaques tectoniques principales qui la composent, ainsi qu'une multitude d'autres petites plaques, se déplacent, se heurtent et se superposent, donnant naissance aux océans et aux reliefs. C'est ainsi que se forme le massif armoricain, très vieille chaîne de montagnes qui s'étendait de l'ouest de la France au nord du Canada et dont les côtes bretonnes épousent aujourd'hui les contours. Entre ce massif et ce qui est devenu la pointe du Cotentin se trouve une large zone schisteuse constituée d'une roche sédimentaire plus fragile. Il y a 525 millions d'années, l'activité tectonique étant encore forte, du magma en fusion remonte du noyau terrestre vers la surface. Mais, contrairement aux coulées de lave que nous connaissons, il reste en sous-sol. Sous l'effet de la pression, le magma refroidit et durcit, formant du leucogranite, une roche très solide. Le mont n'est pas encore né, il est là, sous terre, comme couvé, attendant de poindre. Il faudra patienter encore des années et des années pour que, sous l'effet de l'érosion, les terrains schisteux s'encaissent, laissant apparaître 3 bosses au milieu de cette plaine. Le mont Saint-Michel lui-même, puis l'îlot de Tomblaine, à 2,6 km au nord, et enfin le mont Dol, rocher cousin du mont Saint-Michel, mais situé à l'intérieur des terres, entre le mont et Cancale, près de la ville de Dol de Bretagne. Certains voient en ce filon rocheux une ligne directe entre la surface et le noyau terrestre. Un chemin qu'auraient pu emprunter les héros de Jules Verne, partis en 1864 en voyage au centre de la Terre. Ce qui explique sans doute pourquoi l'endroit exerce, depuis toujours, une sorte de magnétisme, attirant croyants en tout genre et de toute chapelle bien avant que les moines ne s'y installent.
Et même depuis, le Mont Saint-Michel reste de nos jours l'un des principaux lieux de pèlerinage du monde chrétien, avec le Vatican et Saint-Jacques de Compostelle. Mais la spécificité géologique du mont n'est pas la seule raison de son attractivité. Sa situation unique participe elle aussi à son aura. Le Mont Saint-Michel est en effet situé au fond d'une baie en forme de V de près de 500 km², dont plus de 80% sont recouverts par la mer. Un miroir géant, à l'inclinaison peu prononcée, où la lumière se reflète avec des nuances constamment changeantes. Une baie qui s'étend de Cancale dans les Côtes-d'Armor à Carolles dans la Manche. Ainsi calée entre la Bretagne et le Cotentin, elle est abritée de tous côtés. Ces marées sont parmi les plus grandes et les plus spectaculaires du monde. La géologie de la baie est elle aussi particulière. Celle-ci aurait commencé à se former à l'ère de l'Oligocène, soit il y a 35 millions d'années. Vers 1,6 million d'années, le climat change, alternant périodes glaciaires et tempérées. Pendant les périodes glaciaires, l'eau de mer devient glacier. Le niveau des mers s'abaisse parfois considérablement. Puis, quand le climat se réchauffe, le niveau remonte. Cette alternance de chaud et de froid, où la mer vient puis se retire, va contribuer à creuser la baie et à la façonner, les flots faisant s'accumuler dans ce cul-de-sac naturel sédiments et dépôts tourbeux. Lors de la dernière glaciation, moins 12 000 ans, le mont n'était pas encore une île. Le glacier scandinave, recouvrant tout le nord de l'Europe jusqu'au sud de la Grande-Bretagne, retenait une importante quantité d'eau. Le niveau marin était une centaine de mètres sous son niveau actuel. Le rivage se situait à plus de 150 km à l'ouest du Mont Saint-Michel, qui n'était donc qu'une colline posée au milieu d'une plaine ressemblant aux paysages actuels de la Finlande ou de la Sibérie, avec une végétation de type toundra, notamment des bois de bouleaux et de pins. Au milieu de ce paysage vivaient de nombreuses espèces caractéristiques des steppes herbeuses, des éléphants et mammouths, des rhinocéros laineux, des loups, des panthères, des cerfs et divers bovidés. Vers moins 9000 ans, la mer est 40 mètres en dessous de son niveau actuel. La Manche, qui n'existait pas jusqu'alors, se forme. Dans la baie, la mer s'engage dans les couloirs tracés par les fleuves. Les estuaires du Couesnon, de la Cé et de la Sélune, qui tous trois débouchent autour du mont, se creusent et s'approfondissent. La progression de l'eau s'accélère vers moins 8500 ans et le niveau atteint moins 20 mètres. Avec la fonte des glaces, vers moins 8000, la mer remonte définitivement et recouvre la baie. Les trois rochers, le Mont Saint-Michel, le Mont Dol et Tomblaine, sont alors entourés d'eau. Par la suite, la ligne de rivage ne va cesser d'évoluer, par avancées et reculées successives. Et cette ligne bouge encore de nos jours. Car dans la baie du Mont Saint-Michel, les marées montantes sont plus puissantes que les descendantes. Le problème est qu'elles charrient donc plus de sédiments qu'elles n'en emportent. À l'est du mont, côté normand, les trois petits fleuves ont longtemps suffi à drainer les dépôts. En revanche, ce n'est pas le cas à l'ouest, côté breton. Et peu à peu, le fond de la baie se comble. Vers moins 3500, le mont Dol n'est plus cerné par la mer, mais par des marais. Les anciennes falaises n'ont plus les pieds dans l'eau. Elles sont bordées par une plaine de 3 à 7 km de large, résultat de l'accumulation de sable, coquillages et sédiments déposés marée après marée. C'est ensuite l'homme qui prendra le relais de la nature, cherchant à gagner encore un peu plus de terrain sur la mer. Ainsi, au XIe siècle, un duc de Bretagne décide de faire construire une digue, bordée de peupliers, pour mieux protéger les marais de Dol. Baptisée digue de la Duchesse Anne, cette construction d'une trentaine de kilomètres, partant à l'ouest du mont en direction de Cancale, est toujours visible de nos jours.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.